Salut les gars, bienvenue dans la chronique, c'est le Général J ou déjà combien c'est ici que ça se passe. Je suis avec mon gars, l'homme que l'on nomme Black. Comment ça va mon gars? Ça va aussi bien que les jambes de Lebron. Je suis en pleine forme. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait, mais j'ai envie de te dire, j'ai la même forme, donc ça va, ça va. En tout cas les gars, on tenait à vous remercier encore. Merci de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, la chaîne grandit, merci. On va commencer l'épisode. Black, je te laisse annoncer le premier sujet et rouler. Bon, on va commencer par... on va peut-être commencer par un sujet, je vais pas dire épineux, mais un sujet qu'on voulait aborder depuis un petit moment, c'est les déceptions de la saison. Alors qu'on dit les déceptions de la saison, on pense à deux équipes en particulier qui sont vraiment en dessous de ce qu'on pourrait penser, ou en tout cas de ce qu'on aurait pensé en début de saison. Il y a une équipe par conférence. Donc on va commencer par Philly peut-être. Ouais, Philly, podcast P, le trust de ce process. Ouais, monsieur Embiid qui ne finira pas la saison. Ouais, c'est vraiment catastrophique la gestion de cette équipe et ce qui se passe. Qu'est-ce que t'en penses, Black? Bah, c'est un crash qui a été annoncé, hein. Tu sais, quand Embiid il commence la saison et qu'il déclare qu'il jouera pas les back-to-back, on avait tous eu des réactions par rapport à ça. On trouvait ça bizarre quand même de commencer une saison, t'as pas encore fait un match. Tu sors d'un été où t'as joué les JO, t'étais pas obligé de les jouer, tu t'es fait naturaliser pour pouvoir jouer avec l'équipe américaine. Et on t'avait vu en playoff, t'étais un peu blessé, etc. Donc un peu bizarre. Tout ça pour commencer la saison et annoncer que tu joueras pas les back-to-back. Au final, tu joueras moins que les back-to-back, tu joueras pas du tout parce que voilà, on t'a pas beaucoup vu sur les terrains. Et ton équipe, en termes de résultats, bah, c'est la loose, quoi. C'est un peu triste parce que t'as l'impression qu'Embiid, il commence la saison et il s'est dit, bah, comme tous les ans, on va être... Pourtant, il a bien débuté la saison. Tu trouves? De mémoire, il a pas commencé avec une bonne moyenne. Déjà, pour commencer, il avait pas commencé la saison du tout parce qu'il jouait pas. Ah, mais quand il est revenu. Mais quand il est revenu, son équipe, elle était dans le trou. Ils avaient gagné 3 matchs. Et la venue de Paul George, il était pas venu pour combler ce trou-là. Paul George, tu parles de Tobias Harris bis. C'est dur. Normalement, c'est quand même un joueur qui est censé avoir un bien meilleur potentiel sur le papier, bien sûr. Mais après, entre ce qu'il apporte et ce qu'il fait en dehors du terrain, le joueur le plus prolifique au micro, comme on aime si bien le répéter. Je sais pas vraiment ce qu'il devient, mais c'est vrai que son apport, de la façon dont les Sixers lui ont proposé le contre, je pense que son ancienne équipe a bien fait, même si soi-disant c'était un malentendu, a bien fait de pas lui proposer un contrat aussi mirobolant, parce qu'aujourd'hui, quand on voit ce qu'il apporte, c'est vraiment catastrophique. Bah, la situation de Philly en elle-même, elle est catastrophique. C'est une réalité. Après, Paul George, je t'avoue que ça fait un moment que j'arrive plus trop à capter c'est quoi son rôle, qu'est-ce qu'il veut vraiment faire en NBA, c'est quoi ses objectifs. Tu sais, depuis les Clippers, quand t'as Kawhi Leonard qui est blessé pendant pas mal de temps, t'étais là avant James Harden, et voilà, t'as quand même un statut en NBA, et que tu te positionnes comme un joueur secondaire. C'est lui-même qui le disait, hein. Il laissait la responsabilité à Harden en playoff, etc. Bah, c'est quoi tes ambitions? Et au final, t'as un contrat max à Philly, mais t'as un contrat max pourquoi? Qu'est-ce que t'es venu accomplir? Bon, après, je sais qu'il a commencé lui aussi la saison blessé. D'ailleurs, c'est un problème récurrent avec lui aussi. Tu commences la saison blessé, t'as des performances en deçà de ce à quoi on pouvait s'attendre. Et en plus, d'un point de vue extérieur, en tout cas, je sais pas à l'intérieur comment ça se passe, mais t'as pas l'air concerné par ce qui se passe. Enfin, jusqu'à quelques temps, t'avais pas l'air concerné. De lui-même par rapport à ce qu'il apporte, rien que ses déclarations de ces derniers temps, être capable de dire ça y est, j'arrête les podcasts, je me concentre essentiellement sur ma rééducation, sur ma remise en forme, tout ce genre de choses. On est quand même en milieu de saison. Je pense que rien que ça nous montre l'état d'esprit dans quel il est. Pour moi, ça c'est inconcevable d'être capable d'être là. On peut partir en vacances, faire ce qu'on veut, mais à partir du moment où en plein milieu de la saison, on est capable de le voir aller chill, je sais plus, aux Bahamas ou je sais pas où avec la personne avec qui il vit, ça montre un manque de professionnalisme et je pense que ça fait un moment que Podcast Pi, parce que moi j'aime bien l'appeler comme ça, le youtubeur préféré du basket, ça fait un moment qu'il nous montre que ce n'est plus le joueur qu'il était. Maintenant, le contrat max, il dit toujours, c'est plus la team qui lui propose, lui il prend l'oseille, hein. Il est là pour faire de l'oseille. Maintenant, est-ce que c'est sa faute à lui ou la faute des GM de lui avoir proposé ça? C'est ça la question. Bah, c'est quand même pas le George. Tu viens avec un certain CV, tu viens avec un passé quand même, et tu viens avec un potentiel. Donc naturellement, si je fais le tour des free agents à l'intersaison la saison dernière, Paul George c'était l'un des joueurs libres les plus intéressants. Est-ce que son CV il est si bien rempli que ça? Parce que quand on regarde ce qu'il a accompli, on va dire que depuis OKC, même son passage aux Clippers, tout le monde se fait avoir par rapport au statut. On a tous l'image de Paul George d'Indiana qui lui traîne à la peau, mais est-ce que c'est pas à nous de revoir son statut et de faire en sorte de voir tout simplement
simplement ce qu'il est, peut-être un joueur un peu plus lambda, bien que tous les jeunes joueurs lui donnent le crédit de si j'étais un joueur complet, son nom il ressort beaucoup. Bah, non, je pense pas. Je pense qu'il y a ce qu'il a fait à OKC aussi, tu vois. Quand c'était la deuxième option à OKC, et même les périodes où Westbrook était blessé, il était candidat MVP. En vrai, la hype autour de Paul George, elle part pas de rien. Après, la hype, est-ce que ça pouvait être le fer de lance d'une équipe? Je pense qu'on connaît, ça fait un moment qu'on connaît tous la réponse, et je pense que même le rôle lui-même ne veut pas ce rôle-là. Donc ça, c'est une chose. Après, maintenant, sur son implication, je pense que c'est vraiment ces dernières années, ces dernières saisons qu'on voit qu'il y a un problème d'implication. Par exemple, tu parlais tout à l'heure des vacances pendant le All-Star, etc. Moi, c'est pas les vacances qui me choquent. Que le mec, il est en vacances pendant l'All-Star Game, c'est un millionnaire, il gagne, justement, il a touché un contrat de 150 millions, je ne sais quoi, il dépense son argent, il va en vacances, c'est pas le souci. Pour moi, le problème, c'est que j'allais utiliser le terme pudeur, mais c'est peut-être pas le bon mot, mais tu vois, genre, tu postes les photos en toute impunité alors que tu sais que ton équipe, elle va pas bien, que t'es un peu dans le viseur, que les jeux ont un peu le seum contre toi. Fais tes vacances, reste discret, tu vois. Mais maintenant, il y a plus cette gêne, là, avec les joueurs actuels. Tout le monde est dans l'air de montrer ce qu'il fait, c'est ancré dans l'air du temps. La NBA aussi, ils tolèrent ce genre de choses. Je sais pas si avant, ça serait passé, peut-être que oui, peut-être que non, mais aujourd'hui, ça fait partie dans l'air du temps. Donc, pourquoi moi, je le cautionne pas, mais de lui-même, s'il le fait, c'est qu'il sait très bien que ça va passer et que personne va lui tomber dessus. Bah, c'est pas vrai, vu que regarde, on en parle, et il y en a d'autres qui en parlent avant nous, et je te parle pas des fans de Philly qui doivent l'insulter à longueur de journée. Maintenant, est-ce que ça se faisait avant ou est-ce que ça se faisait pas avant? Bah, avant, si tu le faisais, la différence, c'est que c'est pas toi qui postais, c'est les paparazzis qui t'attrapaient, donc tu te faisais dégommer parce que les paparazzis t'ont vu, mais aujourd'hui, que ce soit toi qui poste ça ou ta conjointe, ta femme qui poste ça en toute impunité, faut avoir, tu vois, pour moi, c'est un peu de savoir où tu es, où tu en es dans ta carrière et ce qui se passe autour de toi, tu vois. Faut capter un peu les vibes qui sont autour de toi, il faut se demander est-ce que c'est raisonnable à ce moment-là de poster ça, de montrer que, voilà, tu vois, en fait, comment ça va être perçu, c'est que t'en as rien à foutre de la saison des Sixers, en fait. Et monsieur Embiid, tu le situes où par rapport à tout ça et qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il devrait le trade? Qu'est-ce qu'il devrait faire avec lui? Parce que là, Philly, ils sont dans une situation où c'est très compliqué parce que je pense que Embiid, il a quand même une valeur très élevée sur le marché. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui posteraient pour lui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Parce que là, c'est très compliqué. Non, la valeur d'Embiid, je pense que Embiid, si tu le transfères à la fin de la saison dernière ou pendant la saison dernière, en courant de saison, je pense que tu gagnes le jackpot avec lui. Là, aujourd'hui, avec les blessures, avec les petits soucis qu'ils ont eu en début de saison, le fait qu'on soit pas sûr qu'il a envie d'être là-bas, qu'il soit heureux même, ou tu sais même pas c'est quoi son mental par rapport au basket, je suis pas sûr que tu récupères ce que tu devrais récupérer pour un joueur comme Embiid. Donc, je pense que là, se débarrasser de lui maintenant, moi, je pense que dans tous les cas, faut essayer de le faire. Après, qu'est-ce que tu vas récupérer derrière? Surtout à qui tu vas réussir à vendre Embiid aujourd'hui? Avec tous les problèmes, toutes les blessures qu'il a eues, il a joué dans sa carrière autant de matchs qu'il en a manqué, pratiquement, à une dizaine près. Ça veut dire que c'est un mec qui est là un match sur deux. Là, il y a une équipe qui doit se dire, je vais donner un contrat max, en tout cas, je vais accepter un contrat max pour un gars qui joue une fois sur deux et qui rate majoritairement les matchs de playoff. Qui va signer pour ça? Alors que si tu transfères Embiid, après, c'est paradoxal, mais tu vas pas transférer un gars qui vient de gagner un trophée d'MVP. Sauf qu'en vrai, si tu connais cette situation, tu te rends compte à un moment, pour moi, à la sortie des playoffs la saison dernière, la question, elle se pose. Est-ce que, voilà. Après, faut être visionnaire, faut être comme c'est ce que j'allais dire, j'allais rebondir là-dessus. Fallait faire une Dallas. Même si aujourd'hui, on va en reparler tout à l'heure, mais il fallait faire comme le GM de Dallas. Ou bien, par exemple, peut-être le transférer contre un Bradley Beal pour pouvoir le couper, mais même eux, on va en venir, pourquoi Bradley Beal l'accepterait d'aller à Philadelphie? C'est ça le problème, c'est que on va parler des Suns, peut-être une transition qui est pas mal, mais les Suns là, ils sont dans une position, voilà quoi. Durant, malgré que ce soit un scoreur hors pair et on a toujours cette image de lui, du joueur dominant et qu'est-ce qu'il est capable d'apporter, compliqué. On l'a vu parler dans le podcast de Draymond Green en expliquant pourquoi il a pas voulu venir et que, en gros, c'est pas parce que Draymond Green, il était toujours dans l'équipe. C'est juste que, en fait, il a expliqué qu'il voulait terminer la saison aux Suns. Déjà, rien que dire ça, c'est compliqué, je trouve, pour les Suns. Maintenant, on sait très bien que Durant, je pense qu'il va partir. On verra où. Booker, il était dans une équipe qui était très équilibrée avant qu'il tout pour pouvoir faire venir Kevin Durant. Maintenant, il y a Bradley Beal qui a un gros contrat. Je pense que c'est l'un des pires, si ce n'est le pire trade des 10 dernières saisons avant que Lucas arrive aux Lakers. Mais là, dans leur situation, elle est terrible. Bah, Bradley Beal, t'as vu, moi, c'est typiquement le genre de joueur que j'ai toujours trouvé un peu surcoté. Dans le sens où, ouais, t'as Washington, avec les blessures de John Wall, etc., t'as été le franchise player très rapidement. Donc après, c'est un bon joueur, un bon scoreur, etc., mais j'ai toujours trouvé qu'il était un peu surcoté. Après, la mode en NBA, c'est de donner des contrats max à tous ces gars-là parce que voilà,
tu veux les garder, etc. Sauf que au final, tu les gardes pas. Tu leur donnes le max, tu fais une saison avec eux, tu vois que tu es toujours nul et après tu les transfères. Sauf que Bradley Beal, dans son cas, il a réussi à être transféré avec une avec une no-trade clause. Ça veut dire que si les Suns veulent le transférer, il faut que le gars soit d'accord, ou en tout cas qu'il lève sa clause pour être transféré. Ce qui va être compliqué parce que il va pas vouloir aller n'importe où. Donc déjà avec Bradley Beal, t'es coincé parce que tu sais pas potentiellement à qui tu peux le transférer et t'arrives pas à tirer le meilleur du joueur. Le cas Kevin Durant, j'ai apprécié son honnêteté, j'ai un peu compris. Et si ça avait été un mec lambda, je t'aurais dit ouais, c'est normal. Sauf que quand t'es l'un des plus gros talents de cette génération, et que après c'est peut-être nous qui abusons, peut-être que c'est les médias qui abusent parce que tout le monde essaie de lui mettre la pression en disant qu'il doit gagner plus de titres, qu'il doit prouver ci, qu'il doit prouver ça. Peut-être que lui il a juste, comme il le dit toujours, envie de jouer au basket et rien d'autre, et qu'il se contente des 2 titres qu'il a déjà gagnés. Tu penses vraiment que le Kevin Durant, avec son statut, il a juste envie de jouer au basket actuellement? C'est ce qu'il répète tous les jours. Pourquoi? Ouais, d'accord, mais dans ce cas-là, tu prends l'équipe en otage. Ça veut dire qu'on peut pas vraiment compter sur lui. Le grand Kevin Durant, comme on le nomme, pour certains, le meilleur scoreur, le scoreur all-time, on va se contenter de ça à l'avenir avec lui. Ou même si, par exemple, admettons, là, il est transféré, il va aux Warriors, s'il est dans la même mentalité, qu'est-ce qu'il va leur apporter? Non, mais après, tu vas aux Warriors, les objectifs, ils sont différents, l'équipe, elle est différente, la dynamique, elle est différente. Donc, forcément, il va s'adapter. C'est ce qu'il a toujours fait, s'adapter aux équipes. Et peut-être que, justement, il s'adapte trop et c'est ce qui pose problème. Maintenant, on peut pas être plus royaliste que le roi. Le gars, il nous a toujours dit que lui, ce qui l'intéresse, c'est juste de jouer au basket et que derrière, les autres trucs, ça l'intéresse pas. En tout cas, et quand il dit ça, je pense pas qu'il est en train de te dire, ouais, j'ai pas envie de gagner. Non, il a envie de gagner, mais il a pas envie de se prendre la tête avec tout ce qu'il y a à côté, etc. Moi, ça, je le respecte dans un sens. Après, c'est vrai que nous, on a des attentes, ou en tout cas, le public a des attentes par rapport à Durant qui sont autres que ce qu'il a montré dernièrement. C'est vrai que tu te dis, ben là, t'avais l'occasion de partir dans une équipe qui joue le titre ou un truc comme ça, en tout cas, qui aurait pu faire quelque chose et t'as refusé parce que t'avais pas envie de bouger, etc. C'est un peu décevant parce qu'on a envie de te voir en playoff, on a envie de te voir dominer, mais au final, on peut pas être plus royaliste que le roi. Moi, je respecte sa décision. Au final, c'est sa carrière. Et voilà. Mais est-ce que nous, en tant que fans, on n'est pas en mesure d'attendre mieux d'un Kevin Durant? T'aurais pas aimé le voir? Bon, c'est de voir, quand on regarde ses concurrents directs, ceux qui peuvent être le visage plus ou moins de la NBA, quand je vois un Curry, sa fin de carrière, comme on dit, un Vince, ça se bonifie. Voir Kevin Durant, même s'ils sont tous sur le déclin, mais avoir cette image de lui, de simple scoreur ultime, de ne pas lui attribuer cette image de real vainqueur, parce que quand on regarde la carrière de Kevin Durant, à part sa période des Warriors, pas grand chose vraiment à dire aussi, et que c'est un bête de scoreur, qu'il a des skills, qui peut monter sur tout le monde, tout ça. Non, on peut pas dire ça. Ça va pas très loin. Ça reste un grand joueur, et je pense que tout le monde, il a passé la barre des 30 000 points, c'est phénoménal, c'est extraordinaire, mais hormis ça, est-ce qu'on n'est pas en mesure d'attendre beaucoup plus de lui, même s'il est sur sa fin de carrière? C'est quoi attendre beaucoup plus de lui? T'attends quoi de lui, là? En vrai, on est toujours en train de se plaindre que les joueurs, ils sont en train de sauter d'équipe en équipe pour essayer de gagner des titres, qui font des super teams, qui font ci, qui font ça. Pour une fois, Kevin Durant, il a eu un peu je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Il a dit, j'ai pas envie je viens de sauter d'une équipe, d'une super team pour en créer une autre, ça marche pas, je vais aller en chercher une autre. En fait, toute sa carrière, tu vois, c'est quoi ça? Mais en fin de saison, on sait qu'il va partir. On sait pas, justement. En fin de saison, on verra comment ça se passe. Et tu penses qu'il va rester? Moi, je sais pas, j'en ai aucune idée. Imagine-toi, regarde, là, ils sont toujours en position pour faire des playoffs. S'ils arrivent à avoir une fin de saison correcte, qu'ils vont en playoffs, qu'ils arrivent à gagner quelques matchs, qu'ils passent un tour, 2 tours, bref, on sait jamais ce qui peut se passer. Je suis pas en train de dire que c'est ce qui va se passer, j'en sais rien du tout. Mais je dis juste qu'en fait, c'est une possibilité. Et en vrai, s'il arrive à faire ça, est-ce que tu n'aurais pas plus de respect pour lui en te disant, le gars, il s'est battu jusqu'à la fin avec son équipe, malgré que c'était la galère, et il a réussi à faire quelque chose avec une équipe qui était très mal partie, plutôt que de se dire, ouais, il a encore choisi la facilité, il est encore retourné à Golden State et il a encore essayé de gagner avec. Non, mais moi, quand je te dis ça, c'est plus ce qui me dérange, c'est par rapport à son statut. Normalement, le statut qu'on a, j'aurais aimé qu'il fasse un petit peu mieux et qu'on sent qu'il apporte un réel bagage aux Suns. Alors qu'aujourd'hui, on a juste l'impression que les Suns, ils sont là, ils sont juste des figurants dans la ligue, ils font que dégringoler, à un moment, ils remontent, on sait pas vraiment ce que ça donne, mais en termes pour sa propre legacy, est-ce que ça fait pas tâche de voir que sa fin de carrière, ça va se résumer juste à un scoreur all-time? Non, sa fin de carrière, c'est pas juste ça. On sait pas encore ce que ça sera sa fin de carrière. Moi, je suis pas en train de te dire que voilà, je suis content de sa situation ou je suis satisfait de ce qui lui arrive. Déjà, je dis juste qu'on peut pas être plus royaliste que le roi. Fan ou pas fan, on peut pas exiger des joueurs qu'ils fassent autre chose. Enfin, on l'a bien vu, les joueurs aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent et voilà, faut respecter ça. Maintenant,
Moi, je dis juste que on connaît pas ses intentions. Peut-être qu'il croit vraiment que son équipe, elle est capable de remonter la pente et d'aller faire quelque chose en playoff. Tu vois, hier, il a fait hier, bon, on enregistre l'épisode le jeudi et il y a eu le match de mercredi soir. Ils ont gagné contre les Clippers, c'est grâce à lui. Ils ont fait une remontada, si je peux me permettre le terme, même si je l'aime pas en tant que Parisien. Ils ont fait une remontada qui était intéressante grâce à lui et tu sais pas en fait quelle dynamique il va avoir derrière. Donc, et après, tu me parlais de statut. Bah, ton statut, pour moi, ton statut, c'est ce que tu fais sur le terrain. Je peux pas te donner juste ton statut en disant, bah, t'es Kevin Durant et voilà. Bah, en fait, si t'es Kevin Durant, t'es si bon que ça, bah, monte-le sur le terrain et va gagner des matchs et voilà. Et si tu fais pas ça, bah, en final, tu es ce que tu nous montres, tu es ce que tu nous montres, en fait. Si ton record à la fin, c'est le record d'un gars qui va pas en playoff, bah, c'est ce que tu es. Ouais, moi, je trouve ça un peu, de la façon dont je le vois, je trouve ça un peu triste de voir les Suns, pour en revenir aux Suns, de voir que peut-être il n'est pas capable d'apporter plus, mais c'est aussi le contexte de l'équipe qui fait ça. On peut pas le nier. Mais l'équipe, elle est mal bâtie depuis le début, l'équipe des Suns. En fait, t'as trois joueurs qui font la même chose. Tu t'attendais à quoi? Tu vois, on peut me dire, ouais, Booker, il est capable de passer. Oui, il est capable de passer. C'est un bon joueur. Bradley Beal, il est capable de faire des passes. Mais c'est pas leur instinct. C'est pas leur jeu de base, en fait. Même Durant, il est capable de passer, mais c'est pas son style de jeu. C'est mais comment t'expliques que quand il y avait Chris Paul, ça se passait beaucoup mieux et que tout le monde attendait que Kevin Durant les amène à un tout autre niveau et au final, c'est pire? Bah, en fait, après, il y a un moment où il faut remettre aussi la balle dans le camp des GM et des propriétaires, tu vois. Parce que on joue pas à Touquet, en fait. Tu peux pas juste compiler les joueurs et se dire ça va marcher. Tu prends une équipe, tu mets 3 scoreurs ensemble, il n'y a pas de meneur. À l'intérieur, c'est ric-rac. Défensivement parlant, t'as pas d'identité et tu penses que tu vas gagner juste parce que tu as accumulé les talents. Et c'est ce qu'on voit depuis quelques années en NBA. On pense qu'il suffit d'accumuler les talents et on va gagner. Non, il faut qu'il y ait une certaine compatibilité. Quand tu crées une équipe, faut que tu crées une équipe, pas juste une compilation de joueurs. Donc là, tu ramènes Bradley Beal, Kevin Durant, Devin Booker. Ok, qui va faire quoi? Bah, aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est compliqué. Tu es obligé de mettre Bradley Beal, qui a quand même si je disais tout à l'heure que c'est pas une super, c'est quand même un très bon joueur NBA qui devrait être titulaire, qui serait titulaire dans n'importe quelle équipe. Et aujourd'hui, le gars, il est sur ton banc parce que tu sais pas comment l'utiliser. Mais depuis qu'il est à Washington, tu trouves pas que ce joueur-là, il est fini? Est-ce que vraiment, depuis qu'il est parti, tu te rappelles d'une vraie saison de Bradley Beal où il a été pas même, on lui demande même pas d'être un All-Star, mais d'un joueur plus ou moins constant qui est capable d'apporter ce côté un peu défensif qu'il avait avec un peu de scoring, sortir du banc, mettre du panache, toutes ces genres de choses qui faisaient qu'il avait un bon duo avec John Wall. Aujourd'hui, il est plus capable de faire ça. Moi, depuis qu'il est parti avec toutes les blessures aussi qu'il a eu, je pense que ça a joué aussi sur sa carrière. Est-ce qu'il a l'envie aussi d'être ce joueur-là? C'est quelque chose qu'aujourd'hui, je ressens pas cette envie-là. Même, il a été assez malin pour bloquer son contrat, ce qui fait qu'il a pris lui-même l'équipe en otage avec son contrat. Mais c'est pas lui qui prend l'équipe en otage. Le contrat, on lui donne, en fait. Lui, il prend. Les clauses dans le contrat, on lui donne, il prend. Et si j'étais à sa place, j'aurais fait la même chose. Tu peux t'assurer une certaine sécurité, tu vois, t'as une famille, t'as des enfants, tu peux mettre une clause tu vois, une no-trade clause dans ton contrat. Ben, bien sûr que je la mets. Moi, j'ai pas envie de me lever un jour et de recevoir un message de Shams, là, ou de Wojciechowski qui dit que j'ai été transféré, je sais pas dans quelle équipe, à Charlotte ou je ne sais où. Ben, bien sûr que je la prends. En fait, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que les joueurs, faut qu'ils fassent plus, faut qu'ils s'adaptent, faut qu'ils ceci, faut qu'ils cela. Mais on peut pas toujours dire les mauvaises situations, c'est toujours les joueurs. À un moment, les propriétaires et les general managers, c'est eux qui font les transferts, c'est eux qui donnent les contrats, c'est eux qui c'est eux qui permettent aussi aux joueurs d'avoir ce confort. Quand ça marche pas, on peut pas toujours dire c'est que le joueur. Lui, il arrive dans une équipe, il y a une certaine hiérarchie. T'as Devin Booker qui était déjà là, t'as Kevin Durant qui est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du sport. Toi, t'es là, t'es un bon joueur, mais t'as pas l'ancienneté dans l'équipe et t'es pas aussi bon que les autres. Oh, mais du coup, là, quand tu me parles de ça, moi, il y a une question qui me vient, c'est que, ok, on sait qu'aujourd'hui, Devin Booker, ça est devenu le meilleur scoreur de cette franchise. On a une superstar qui reste Kevin Durant, même s'il est en déclin, ça reste l'un des top players de la ligue. Mais est-ce que depuis son arrivée, il fallait peut-être pas faire le switch et le laisser prendre le lead vraiment de l'équipe et peut-être mettre Bradley Beal sur le côté? Parce qu'on sait que Bradley Beal, il a jamais pu avoir ce statut. Durant, peut-être qu'il a jamais montré qu'il pouvait être vraiment le mec sur qui on peut gagner un titre quand il est numéro 1, et je dis bien en termes de construction du début jusqu'à la fin, ce qu'il n'a pas pu faire à OKC et ce qu'il a, il est pas capable de faire. Il a dû partir aux Warriors pour pouvoir montrer qu'il était capable de gagner. Aux Nets aussi, il a pas réussi à le faire. Mais est-ce que là, c'était pas l'occasion de passer Bradley Beal en numéro 2 et lui de le mettre en numéro 1 pour pouvoir construire autour de lui? Tu parles de Durant, maître Durant. Ben, c'est Durant le numéro 1, mais c'est ce qui se passe. Mais sauf qu'ils n'ont jamais réussi à vraiment. Le visage de la franchise, l'équipe.
c'est Devin Booker et ça restera Devin Booker. Parce que le futur de la franchise, c'est Devin Booker, c'est logique. T'as un gars qui a 26 ans et t'en as un autre qui a 35 ans. Mais dans ce cas-là, c'est ça. Moi, là, pour moi, il y a un dilemme parce qu'on met Devin Booker en visage de la franchise, on construit autour de lui, mais au final, on sait qu'il ne peut pas gagner. Alors qu'on a un gars. Pourquoi il peut pas gagner? Moi, après, c'est peut-être parce que moi, j'apprécie le format du joueur, ce qu'il est capable d'apporter vraiment en termes de scoring, mais pour moi, ça reste limité. On peut pas dire ça. Le gars, avant ça, il a quand même fait des finales NBA avec Chris Paul. Oui, mais c'est parce qu'il y avait Chris Paul. Ouais, mais c'était lui le fer de lance, c'était lui le scoreur de l'équipe. Là, je suis d'accord, mais Chris Paul n'a pas l'aura et le statut ou même le niveau de Kevin Durant, sauf qu'aujourd'hui, on a un mec qui est plus fort, qui connaît vraiment, qui sait comment gagner, qui a sauvé son équipe plusieurs fois, a mis des shoots de la gagne. En finale, maintenant, aujourd'hui, on met Devin Booker en avant, mais on sait que ce côté-là, il ne peut pas l'avoir s'il n'a pas les joueurs autour. Mais en même temps, Durant, ce côté-là, il ne l'a jamais vraiment eu parce que avant, il avait l'équipe des Warriors qui était capable de prendre ce rôle-là. Tu vois le dilemme qu'ils ont les Suns et en plus ils ont un mec qui est intransférable. Donc en fait, c'est fini. Ouais, mais c'est ce que je t'expliquais. Il faut donner la responsabilité à ceux qui la méritent, en fait. Quand tu es un général manager, c'est quoi ta vision? Quand tu dis, je vais signer Kevin Durant et que je vais donner la moitié de mon équipe qui a fait que j'ai eu du succès et je vais signer Kevin Durant et Bradley Beal et c'est comme ça que je vais entourer Devin Booker. C'est quoi le projet? Tu vois? C'est pour ça que je te dis, à un moment, faut remettre les choses en place. Devin Booker, il a montré que quand tu l'entourais suffisamment bien, il pouvait t'emmener en finale NBA. Derrière, ils perdent contre Giannis en sachant que, ils étaient pas si loin de ça de la gagner, la finale, en fait. Dans la logique, tu as une base solide. Tu continues sur ça, tu mises sur ça et tu continues à développer, tu rajoutes une ou deux pièces dans ton équipe et tu essaies de retourner en finale. Ça s'est pas passé comme ça, ils se sont frustrés rapidement, ils se sont débarrassés de Chris Paul, et ils ont entendu Kevin Durant était sur le marché, ils se sont dit vas-y, on va y aller et puis voilà. Et voilà le résultat. Donc pour moi, c'est pas de la faute de Devin Booker. Kevin Durant, il arrive dans une équipe, sincèrement, l'équipe elle est mal bâtie. Après oui, on peut dire il faut qu'il ait plus de leadership, qu'il ait plus de ci, qu'il ait plus de ça, mais en vrai, sincèrement, tu regardes l'effectif il est mal bâti quoi. C'est pas compliqué et Kevin Durant, il a pas un style de jeu comme LeBron où il est capable de tout faire et de se dire je vais faire jouer tout le monde. Non, mais du coup, là-dessus, je suis d'accord, mais pour moi, ils sont repartis pour une période qui va être très compliquée, même en tour de draft, ça va être très compliqué. Ils les ont tous donnés aux Nets, hein, donc voilà quoi, les Nets ceux qui sont en reconstruction. Maintenant, c'est vrai que de toute façon, tu connais mon avis là-dessus. Pour moi, les GM, ça fait longtemps qu'il y a très peu de bons GM dans la ligue. Il y en a un là, je pense qu'il a du mal à dormir. Je sais pas si même il arrive à dormir. Je pense que même ses enfants ou sa femme, ils doivent lui en vouloir parce que là, c'est mais après, compliqué pour lui. Juste pour finir sur truc, je comprends les Suns quand tu te dis t'as un joueur comme Kevin Durant qui est disponible, on va tenter le coup. C'est juste, c'est quoi ta vision? C'est quoi le projet? Est-ce que c'est juste on tente le coup parce qu'il est là ou on tente le coup parce qu'on a un projet? Et ils ont juste tenté le coup pour tenter le coup. C'est ça. Pour moi, c'est pas Durant le problème. Hein. Si par exemple pour Bradley Beal, ils auraient pris des role players un peu plus moins flashy, mieux entourer l'équipe, prendre des joueurs peut-être un peu plus défensifs ou aller chercher un meneur qui peut vraiment apporter du playmaking et être capable de distribuer la balle au bon endroit, aller chercher un intérieur un peu plus solide de moins grande renommée. Il y a Bol Bol. D'après chaque, c'est l'équivalent de Wemby. Mais ça, ne parle pas de trucs comme ça. C'est qu'un Reed, quand des fois ils ont la tête dure, tu pourras dire ce qu'ils veulent, ils disent pas mal de shit. Tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus Bill, pour moi, qui a été un mauvais choix que Kevin Durant. Qui va vraiment refuser Kevin Durant quand tu vois ça? Aujourd'hui, avec le recul, tu peux dire, ah ouais, peut-être que le trade, il l'aurait pas fait. Mais c'est comme si tu me dis qu'aujourd'hui, les Lakers, on leur propose Luka Doncic, on va leur dire non, alors qu'ils ont personne. Et il dit, ils faisaient pas forcément quand on regarde comment leur fit il est avec entre Luka et LeBron, on peut se rendre compte que le fit finalement il était pas aussi prolifique que ça. Et alors que avec le recul, les Suns, on peut se dire ça, mais on refuse pas Kevin Durant. Non, je suis d'accord. Surtout que c'est un peu une espèce en voie de disparition. Ça me permet de faire la transition sur le prochain sujet. Justement, on parle de Kevin Durant, on parle de son talent, on parle de son aura. Même si c'est pas lui qui a dominé cette ère, parce que voilà, faut dire la vérité, c'est plus LeBron et Steph Curry qui ont dominé cette époque. Est-ce que tu penses justement pour en venir justement à LeBron et Curry, est-ce que tu penses qu'on aura, avec la nouvelle génération ou dans les prochaines générations, des joueurs aussi emblématiques que Steph Curry, LeBron, et pour ceux qui veulent compter Durant dedans?
pour moi, ça va être très, très compliqué parce qu'on a des gars qui peuvent incarner ça. Quand je vois Giannis, ce qu'il est capable d'apporter, quand je vois un Jokic qui est là, le mec, faut pas oublier, tourne en triple-double, 29 points, 12 Ouais, mais rebonds. tu prends que en considération la partie performance. Moi, j'ai mis l'accent sur LeBron et Curry. J'ai fait exprès. KD, je le mets pas vraiment dedans parce qu'en tant qu'ambassadeur du sport, en tant que figure emblématique, icône du sport, c'est quand même c'est générationnel les deux. Giannis, en termes de performance, Jokic, en termes de performance, en termes de succès individuel, etc., il y a rien à dire. Mais en termes d'icône, en termes de ce qu'ils représentent pour l'NBA d'un point de vue global, est-ce que tu penses qu'ils sont capables de remplacer LeBron James et Steph Curry? Non, j'ai ça là-dessus, je suis catégorique. Pour moi, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Peut-être qu'ils changeront eux-mêmes de visage, mais en fait, par rapport à leur aura, leur statut, on voit bien. Jokic l'a dit lui-même. Pour lui, la NBA, c'est juste un taf. Il a les capacités. Il vient, il taffe, il s'en va. Pendant qu'on voit certains Kerry en train de taffer pendant l'été, lui on le voyait en boîte de nuit en train de danser la polka ou je sais aller jouer Ça, avec. c'est quand il célébrait son titre, ça c'est normal. Voilà, non, mais Sinon, lui, son truc, c'est les chevaux, il fait les courses de voilà, chevaux, etc. c'est ça. Mais quand on le voit dans l'image que LeBron il donne, c'est quelqu'un, il est un peu partout, il est dans les médias, dans les pubs, avec sa propagande. Steph Curry, il a fait un coup fort aussi. Il a fait un coup fort quand il est parti, quand il a commencé à vraiment être connu, partir chez un sponsor différent de Nike et tout. Ah, apparemment, Ouais. C'est des trucs qui marquent de la façon que leur jeu il est un peu flashy et que ça met des paillettes dans les yeux des jeunes générations et que Curry on sait qu'il a changé le game et il y a beaucoup de jeunes joueurs qui se référencent qui ont une référence à lui. C'est quelque chose qui marque, son shoot à 3 points et on va pas se mentir, ces joueurs là ils ont tous aussi une certaine identité. On sait que LeBron quand il est là il passe une épaule, il passe une épaule, il a fait ses 2 pas, t'es devant, c'est fini. Curry, son shoot à 3 points, tu peux le mettre dans n'importe quelle situation, c'est fini. sur ça, je suis d'accord avec toi sur le jeu, mais sur le jeu, je pense que Yanis, c'est pareil. Yanis, une fois qu'il a passé l'épaule, tu le rattrapes plus. Jokic, ça te marque autant que de la façon dont actuellement, oui, Yanis, la puissance, tu vois ce qui rentre aux gens. Bien sûr que c'est marquant. Moi, je parle vraiment de l'aspect global. C'est-à-dire que si on parle de performance, encore une fois, Yanis, Jokic, il va sur encore peut-être prendre MVP. Yanis, les deux, ce qu'ils font, c'est incroyable en termes de performance. Jokic, ses performances et même ce qu'il fait cette saison, c'est incroyable. Mais est-ce que pour autant, tu vois, quand tu vas écrire l'histoire de l'NBA, est-ce que tu arriveras à parler aussi longuement et aussi bien de Yanis et Jokic que tu parleras de LeBron et de Steph Curry qui ont révolutionné le jeu et qui ont été le fer de lance de l'NBA pendant pratiquement 2 décennies. Si tu comptes LeBron sur 2 décennies, Curry un peu plus sur la dernière. Est-ce que tu peux te dire, ouais, je vois là, quand LeBron et Curry vont raccrocher les crampons, leur basket, on va dire, est-ce que tu dis, ouais, les fers de lance, là, c'est Giannis et Jokic? Non, parce qu'il faut le package, tout ce qu'il y a autour. C'est ça le truc, c'est que faut que ça, en général, il faut que ça aille aussi beaucoup plus loin que le basket. Quand tu vois qu'il y a énormément de joueurs qui sont pas forcément fans de basket et tu vois pour eux que LeBron, ils connaissent pas plus que ça, mais pour eux ça va être leur GOAT ou tout simplement un Stephen Curry. Les gens, ils sont pas fans de lui, ils connaissent pas plus que le basket que ça, mais tu vois, ils vont avoir leur maillot, ça va inspirer des gens et que son move, et ils ont tous un move. Un truc tout bête, c'est des trucs qui marquent aussi. Quand LeBron il est là, il commence les matchs, il a son petit move, il lance la poudre, ou bien par exemple c'était Stephen Curry récemment qui a déposé aussi son truc va dormir, il fait dormir les gens et sur des actions comme ça marque, c'est des trucs qui ont leur propre identité. Quand tu penses à Jokic, tu penses à un joueur fort, dominant, mais est-ce que au-delà de ça, il te donne envie d'aller jouer au basket? Est-ce que Yanis, il te donne envie d'aller jouer au basket? Tu le connais, oui, mais le truc, c'est que comme tu disais, ils essaient pas d'être connus au-delà du basket, ils essaient pas d'en faire plus que ça, et c'est dans leur personnalité, et il y a pas de souci. Mais maintenant, au-delà de Yanis et de Jokic, est-ce que tu vois d'autres joueurs qui pourraient avoir cette aura d'un point de vue international, d'un point de vue global, et qui pourraient dominer un peu le sport de la façon dont LeBron Non, pareil, je vois pas ça. Je vois plutôt une NBA qui commence à se standardiser. On a beaucoup de joueurs qui
ils ont de moins en moins de capacité ou leur move individuel, je ne vois pas quelqu'un qui arrive à tirer son épingle du jeu. On peut bien voir aussi des Anthony Edwards qui sont là, ils en ont strictement rien à faire d'être le visage de la NBA. Est-ce que c'est de la com? Est-ce qu'ils le veulent vraiment? Voilà. Ouais, je pense que c'est un peu beaucoup de com. C'est un peu beaucoup de com parce que le mec, quand tu regardes les publicités, il est partout. Il a la personnalité pour être, tu vois, il a ce petit côté un peu, voilà, arrogant, un peu sûr de lui et mine de rien, c'est un mec, il est attachant, donc tu as envie de le voir plus. Maintenant, est-ce qu'il a les performances? Est-ce qu'il a l'aura internationale? Est-ce que lui-même, il a l'instinct business pour se dire, je serai ce gars-là? Ça, c'est des choses qu'il doit nous prouver. Mais ça demande une certaine discipline. Quand on regarde LeBron, regarde toute la carrière de LeBron. LeBron, ça a l'air d'être un père exemplaire. Ça a l'air d'être, ça a l'air d'être le gendre ou le mari parfait. Ça a l'air d'être le meilleur ami de tout le monde. Ça a l'air d'être le mec qui contrôle tout. Businessment parlant, ça a l'air d'être le mec qui contrôle tout. Curry, c'est pareil. Père parfait, ami parfait, joueur exceptionnel. Ouais, quand on regarde tout ça. Maintenant, pour avoir cette image-là de la NBA, c'est des trucs, on dirait que tu peux t'identifier à eux et que ça reste des bons gars. Regarde quand tu regardes quand tu regardes de la NBA, quand Kobe il a commencé à être un petit peu le visage de la NBA, c'est que au bout d'un moment il a fait la rédemption de tout ce qui pouvait se passer de mal derrière lui. Il a changé de numéro, il s'est fait tatouer sa famille sur son bras et tout, et c'est ce qui lui a donné un nouvel élan et dire qu'on peut être le renouveau, partir avec lui. Qu'est-ce qui fait dire? Explique-moi, dis-moi pourquoi t'es pas d'accord. Kobe, s'il n'avait pas eu son histoire à Denver, je pense qu'il aurait été le visage de l'NBA, peu importe qu'il tatoue sa famille ou pas. Je pense que c'est son histoire à Denver, ça l'a cassé et ça a fait qu'il avait une mauvaise image et que c'était difficile de le mettre en avant. Mais sinon, il devenait déjà le nouveau visage de l'NBA. Le gars, il était All-Star alors qu'il était remplaçant. Tout le monde l'annonçait comme le nouveau Jordan. Les performances, les tripits, ce que tu veux. C'est juste qu'il a une sale affaire et que ça lui a collé à la peau. Maintenant, si tu regardes Anthony Edwards, pour moi, il rentre déjà dans toutes les cases que tu as dit. Après, c'est le côté discipline, être un bon père, enfin être un père modèle, etc. Ça, on sait pas, on n'est pas dans la famille des gens, j'en sais rien. Ok, il y a l'image que tu dégages, il y a la réalité derrière, et je suis pas en train de mettre de jugement sur qui que ce soit, c'est pas mes affaires. Mais Anthony Edwards, si tu regardes par exemple Adidas, son contrat avec Adidas, c'est ce qu'il fait, ses publicités, etc. Le mec, il est en train de relancer la marque quand même au niveau du basket. La paire, elle est pas mal aussi. Bah, ouais, mais c'est ce qui va avec. C'est ce qui va avec. Et quand tu vois qu'il y a plein de joueurs qui achètent sa paire et qui jouent avec et que ceci et que cela, bah, en vrai, tu vois, il n'y a pas une semaine, on parle pas d'Anthony Edwards. Donc, le potentiel pour être ça, moi, je pense qu'il l'a. Après, est-ce qu'il va fournir le travail? Est-ce qu'il va avoir suffisamment de succès? Est-ce qu'il va avoir les performances qui vont avec? Ah, mais par exemple, Anthony Edwards, est-ce que tu le mets parce que pour moi il y a pas mal de paniers, mais est-ce que tu penses vraiment que Anthony Edwards par exemple au bout d'un moment dans sa carrière, il va atteindre un climax où il va pouvoir atteindre genre les niveaux de Jokic, Giannis ou KD, ce genre de joueurs, et vraiment des joueurs exceptionnels, le talent peut pas de sa génération, mais quand on voit lui, Ja, Lucas, normalement on aurait dû citer monsieur Zion Williamson mais voilà, parce que Zion, sa carrière elle était toute tracée normalement. Il sort du lycée, bête de contrat, il a déjà l'image, LeBron est derrière lui, tous les spots publicitaires étaient concentrés sur lui, et au final, blessure, irrégularité, mauvaise hygiène de vie, et au final, c'est le joueur qu'il est aujourd'hui. Mais maintenant, la NBA, elle est tellement lisse que j'arrive pas à voir vraiment quelqu'un se dégager plus que ça. Moi, je suis pas en train de dire que ça va se faire. Je te dis juste qu'en termes d'image, si on parle vraiment que d'image, Anthony Edwards, il répond pour moi aux critères. Maintenant, là où je te rejoins, c'est qu'en termes de performance, en termes de joueurs sur le terrain, est-ce qu'il est capable d'avoir les mêmes succès qu'un Stephen Curry ou qu'un LeBron James? Est-ce qu'il est capable de dominer des générations comme eux l'ont fait? Sur ça, j'ai un doute. C'est-à-dire que moi, je kiffe le joueur. J'aime bien son jeu, j'aime bien son style, j'aime bien son swag. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce mot-là, mais je le ressors. Donc, j'aime bien tout ça. Mais maintenant, en termes de domination, en termes de régularité, est-ce qu'il est capable d'éteindre tous les soirs les gars qu'il a en face de lui et de s'imposer indiscutablement comme le meilleur joueur de la ligue, comme Curry l'a fait quand il a pris ses MVP, comme LeBron l'a fait pendant des années? Ça, c'est ce que j'attends de voir, tu vois. Par exemple, si tu me demandes aujourd'hui entre SGA et Anthony Edwards, c'est qui le meilleur? J'allais en venir là. C'est SGA, tu vois. Donc, en vrai, il y a un joueur qu'on n'a pas parlé par rapport à ces discussions sur le joueur le plus emblématique, c'est Wemby. Parce que celui qui pourrait rentrer dans cette case après, c'est Wemby. Mais encore une fois, voilà, j'ai pas envie de trop m'avancer, mais c'est vrai que, surtout que le jeu il est en train de se globaliser, il s'est globalisé et que vraiment aujourd'hui il touche le monde entier. Peut-être que Wemby pourrait incarner ça.
Parce qu'on le voit déjà, c'est un joueur dominant, parce qu'il domine les deux côtés du terrain. Et en vrai, son nom, tu vois, son surnom le dit bien, c'est un alien. Il pourrait te dire, mais est-ce que maintenant lui, il va avoir cette personnalité qui fait que, je pense que ce que tu disais tout à l'heure, l'image lisse du joueur, du gars un peu parfait, nanana, cette image-là, il l'a. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va faire kiffer tout le monde? C'est un autre débat. Et si tu reprends des gars qui ont été le visage de l'NBA avant, Jordan, c'était pas tout clean, hein. Tout le monde savait que Jordan, c'était beaucoup de paris, c'était les parties de poker, c'était ceci. Et les mecs, entre eux, ils disaient tout ce que c'était. Le mec, il avait un comportement un peu de... Ah, mais quand tu viens, tu tapes après sur le terrain, ça éteint toutes ces choses-là. C'est ça, c'est qu'en fait, entre ce que tu veux proposer, ce que t'es aussi en dehors du terrain et après ce que tu arrives à proposer au bout d'un moment, c'est comme tout. Si par exemple Paul George, il était là, il t'a fait de fou et tout, il va aux Bahamas, il revient. Je sais pas qu'est-ce que t'as avec Paul George en ce moment. Vas-y, faut que t'arrêtes. Non, mais je donne cet exemple. Dans les discussions, on parle de mecs qui peut emblématique. Paul George, c'est tout, à part sur Touquet, Paul George, c'est tout sauf un joueur emblématique. Faut que t'arrêtes. Donc, laissons Paul George. Mais tu vois, on parlait d'SGA pour revenir aux joueurs sérieux. Pareil, SGA, tu vois, il a des performances. Pour moi, en termes de son style de jeu, moi j'aime bien, il défend, il est bon offensivement, c'est quoi, ça va être sa 3e saison d'affilée, je crois qu'il tourne à plus de 30 points, etc. Mais pareil, son aura, globalement, alors que voilà, il n'y a pas ça. Tu vois, contrairement à Anthony Edwards, s'il avait SGA avec les performances qu'il fait et le classement de son équipe, bon après j'avoue il joue au Kessie, mais bon voilà, en fait si t'es bon, t'es bon. S'il avait l'aura un peu d'Anthony Edwards, il n'y aurait pas de débat. Parce que mais quand tu regardes Anthony Edwards, il y a des choses que tu vois. Par exemple, quand tu entends Anthony Edwards, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, où il était beaucoup comparé à Jordan, on lui demande, ouais, si il défendait sur toi, est-ce que tu pourrais marquer qui gagnerait? Tu vois, c'est des déclarations chocs. Il dit, mais bien sûr, je gagnerais, ou tu vois, ce genre de petites déclarations. C'est des trucs que toi-même, tu te dis, oh, t'abuses, chacal. Faut faire doucement. Mais SGA, c'est pas quelqu'un comme ça. C'est ça aussi. SGA, c'est quelqu'un comme ça, mais de très subtil. SGA, tu vois, c'est quelqu'un, quand il va taffer Curry, après, il va aller sur Insta, il va reprendre l'action, il va te la remettre avec un son, avec de l'art et tout, genre, on rentre à moitié pour dire, regardez ce que j'ai fait à Steph Curry, tu vois. Donc, ouais, mais il est dans le truc. C'est juste que lui, c'est subtil, c'est pas fait devant les caméras, c'est fait de façon un peu plus discrète. Ouais, mais justement, est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'un peu ce côté un peu plus violent, agressif, de savoir que maintenant je veux dominer. Parce que regarde, SGA, même si on sait que c'est lui qui domine, admettons que là il y a quelques déclarations chocs ou quelques événements où lui-même il te montre que, écoutez, moi ça va être ma ligue, je prends cette ligue. Il y a Charles Barkley qui parlait de ça et il disait que le problème, c'est qu'avec la génération actuelle, c'est qu'en fait, c'est comme si on doit leur laisser la ligue, alors qu'il y a des anciens joueurs comme le Shaq, Kobe, comme Jordan, Magic, Bird, LeBron même, Curry, c'est eux qui sont venus, ils ont écrit la ligue, on leur a pas donné. Non, mais je suis d'accord avec ça. Après, SGA, c'est vrai que lui, il a une approche très collective. Tu vois, son approche, elle est très collective. Genre, quand tu vois ses interviews d'après-match, il y a toujours tous ces gars autour de lui, il fait participer toute son équipe, ça se voit qu'il est pas en mode, je veux juste tirer la couverture sur moi et être la superstar à part. Peut-être qu'à ce niveau-là, ça lui joue des tours, mais moi, d'un côté, pur fan de basket, je pense, pour les mecs, les purs fans de sport, d'esprit d'équipe, moi, c'est un truc que j'aime bien. Ah oui, non, là, je suis d'accord avec. Par contre, là où je te rejoins, c'est que je pense que son équipe de communication, là, les gens qui travaillent autour de lui, ils font un mauvais travail. Parce que tu vois, par exemple, Anthony Edwards, qui est, même si ça lui a peut-être porté préjudice, mais qui soit dans le truc Starting Five sur Netflix. Là, par exemple, il y a un mini documentaire qui sort sur lui qui s'appelle Season 5 ou un truc comme ça que les Wolves ils ont fait et il parle de ça, tu vois, de comment il vit sa 5e saison à Minnesota. En vrai, le mec, tu le vois partout. Tu le vois vraiment partout. Donc, à un moment, on te l'impose et il est là. Donc, ce que tu dis, Anthony Edwards, même s'il dit le contraire, lui, il s'impose aux gens, il est en train de prendre la ligue à truc, même si là, c'est pas celui qui a les meilleures performances. SGA, je trouve que son équipe de communication, peut-être que lui, il veut pas, mais il faudrait qu'il force le truc pour que le mec, on le voit un peu plus, qu'on l'entende un peu plus, qu'on en sache un peu plus sur sa personnalité, que voilà. On est sur SGA, on va faire encore une belle transition, vu qu'on parle de lui. Est-ce que tu penses que la course MVP, elle est terminée? Moi, je pense que tout va dépendre parce que le Joe qui remonte petit à petit, il grignote des places, des parts de marché, comme, si je peux dire. Pour moi, il y a plein de facteurs qui vont jouer. Est-ce qu'ils vont vouloir lui donner dans le sens où, parce que là, s'il gagne au niveau de la story pour lui, même pour les joueurs comme Shaq dans la hiérarchie, c'est très compliqué après à défendre. Maintenant, par la suite, Shea, il fait le taf. C'est compliqué d'aller le chercher. Il est premier. Les stats, elles sont là. Même si Jokic, actuellement, il a... Chacal, toi, tu changes de discours. Hein. Tout à l'heure, là, je t'ai posé la question avant qu'on commence l'enregistrement. Tu m'as dit, Jokic, il va prendre son MVP. Mais moi,
En fait, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué. Si tu regardes par rapport aux stats, franchement, tu lui donnes. Si tu regardes par rapport aux stats, tu lui donnes. Et Maintenant, l'équipe de SGA, ils ont gagné 11 ou 12 matchs de plus que je Jokic. pense que c'est ça qui va faire la différence. Mais admettons, il se relâche un peu. Kitsch, il finit deuxième de la conférence. Tu le donnes à qui? Moi, je donne à SGA, moi. Non, je donne En fait, regarde, tu vois. Pour moi, les deux, ils ont ce qu'il faut pour être MVP. Jokic, il y a des stats, il y a tout ce que tu veux, etc. Son style de jeu fait qu'au niveau des rebonds et des passes, il est plus impressionnant. Il a augmenté par rapport à l'année dernière. Hein. Ouais, c'est bien, bravo, il n'y a pas de souci. Non, mais je ne me passe ça contre lui. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que SGA, si tu retires SGA d'OKC, est-ce que tu penses qu'ils ont une chance d'être premier de la conférence Ouest, pardon? Je peux dire la même chose du Joe. Pire. Mais ils sont pas premiers de la conférence Ouest. Mais regarde. Non, mais ils sont pas premiers de la conférence Ouest. Non, mais regarde. SGA, franchement, à part Jalen Williams dans son équipe, que Chet, il n'a pas beaucoup joué. À Denver, je peux te dire, ouais, si Jamal Murray il est en pleine forme, ça va. Michael Porter, c'est un bon joueur. Gordon, c'est un vétéran. À OKC, il n'y a que des petits jeunes autour de lui, autour de SGA. On sait que c'est lui le boss là-bas, c'est lui qui. Franchement, son équipe, c'est impossible. L'équipe d'OKC, qu'elle soit où elle est aujourd'hui. Et le mec, ça fait 3-4 saisons qu'il a un niveau, genre, c'est un truc de malade. Et à chaque fois, on va dire, ouais, mais l'autre, il a fait plus de passes, l'autre, il a fait. Chacun son style de jeu. Mais en vrai, c'est l'impact que tu as. Est-ce que parce qu'il fait moins de passes, tu vas dire qu'il a moins d'impact sur son équipe? Alors que le gars, il a gagné 12 matchs de plus que Jokic. Non, ça se tient, mais de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, j'avoue que c'est compliqué. Non, tu peux pas dire que ce soit l'un ou l'autre. Non, pour moi, SGA, il doit prendre son MVP. Il faut arrêter de lui manquer de respect, le gars. Tu peux pas venir et une équipe comme OKC, la mettre où tu l'as mis, où il l'a mise actuellement, et dire ouais, non, mais c'est normal, mais Jokic, ouais, non, en fait, non. Ce qu'il fait, c'est juste incroyable, en fait. Les stats qu'il a depuis 3-4 saisons, c'est incroyable. Le fait que OKC soit aussi haut, genre même Sam Presti, le GM, il devait pas s'attendre à ça, parce que le mec, il a empilé les tours de draft à force de trader ses vétérans, etc. Il devait se dire, vas-y, on va reconstruire. Maintenant, SGA, il a dit, il n'y a pas de reconstruction, on est là. À un moment, il faut respecter ça. Il faut lui donner faut lui donner son droit. Et l'aspect sur lequel je vais donner un petit avantage à SGA, c'est que c'est un bon défenseur quand même, comparé à Jokic. Après, Jokic, il n'a pas forcément beaucoup de taf parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérieurs qui vont aller ça chercher. aussi. Mais SGA, c'est un bon défenseur. Donc, tourner à 32 points, plus de 6 passes, 5 rebonds, les interceptions et être un bon défenseur, avoir le meilleur défenseur de la ligue, il faut lui donner son. Bah, dites-nous dans les commentaires, les gars, n'hésitez pas à nous dire c'est qui votre MVP de la saison, ça nous intéresse. Moi, il y a ton gars aussi. Quel gars? Ton gars, il fait une remontada. Tu parles de qui? Moi, j'aimerais bien savoir c'est qui. Moi, j'ai pas de gars, moi, je sais pas que tu me racontes. Mon gars, t'es un Lakers ou t'es pas un Lakers? Il faut modérer. C'est un joueur qui fait partie des Lakers. Non, vas-y, commence à mettre son respect sur le gars. Non, sincèrement, non, ce qu'il fait actuellement, quand tu regardes les matchs des Lakers, c'est incroyable. Incroyable. Non, mais là-dessus, tu peux dire ce que tu veux, le gars, il est incroyable. Et actuellement, là, sa remontada, je te cache pas que s'il n'y avait pas Jokic et SGA, je parlerais de lui comme le favori pour le titre de MVP. Mais après, là-dessus, on va pas se mentir. Chaque année, on sait que c'est difficile. Je sais qu'il y en a qui, il y a pas longtemps, il y a la question qui se posait, est-ce qu'ils faisaient partie du top 7 des meilleurs joueurs de la ligue? Aujourd'hui, je pense que la question, elle ne se pose même pas. Et c'est super intéressant ce qu'ils proposent actuellement les Lakers. Et toi, est-ce que tu les vois vraiment en prétendant sérieux pour le candidat au titre? Alors moi, je te l'avais dit au dernier épisode déjà. Je te l'avais dit, toi, tu étais en mode non, cette saison, faut oublier, cette saison, ils vont rien gagner, cette saison, voilà, c'est l'année prochaine, c'est ceci, c'est cela. Moi, je t'ai dit, actuellement, les Lakers, ils ont deux des 10 meilleurs joueurs de la ligue dans leur équipe. Et deux joueurs qui ont un QI basketball, genre, à part Jokic, je pense que t'as pas mieux. T'as LeBron, je sais pas d'où il sort ses jambes, comme tu dis, le mec, c'est incroyable. Et Luka qui est en train de s'acclimater. Et peut-être aussi que le fait qu'on l'ait mis un peu on l'ait mis dans le mal par rapport à ce qui s'est passé avec le trade et comment Dallas y parle de lui et que la pression elle est un peu sur ses épaules pour montrer que tout ce qui a été dit sur lui c'est faux, bah peut-être que le mec justement il est plus dans sa zone de confort donc il sait qu'il doit être au taquet. Franchement, quand tu regardes les matchs des Lakers, déjà il y a un chapeau à JJ Redick parce que son système il est pas mal. Défensivement, ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, c'est impressionnant parce que tout le monde disait ils ont perdu Anthony Davis, défensivement ce sera foutu pour eux, il y a plus d'intérieur, il y a plus de ceci, il y a plus de cela et au final actuellement, c'est l'une des meilleures défenses de la ligue.
En tout cas, depuis le trade, c'est la meilleure défense de la ligue, il me semble. Ce que Luka il fait, il est même pas encore au top de son game, mais les ouvertures qu'il crée avec LeBron, les actions qu'ils arrivent à se créer avec LeBron, tu vois qu'il y a quelque chose quand même. Et de voir LeBron galoper comme ça à 40 piges, le gars, ouais, des fois, tu te dis, mais c'est Bronny qui court, c'est LeBron. Non, mais moi, je pense que franchement, c'est le parfait. Merci à Dallas d'avoir fait ce cadeau exceptionnel. Mais du coup, j'ai une question. Dans le dernier épisode, tu m'avais dit comment est-ce que Lucas, on sait s'il va rester. Tu penses avec les performances et comment ça se passe, il risquerait de rester ou de re-signer ou qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que vu la dynamique qu'ils ont actuellement, s'ils arrivent en plus à aller loin en playoff, alors imagine-toi, je te dis même pas s'ils arrivent à gagner un titre, pourquoi tu partirais? Non, je pense pas. Je pense que non. Après je sais pas, j'ai pas de, tu vois, je crois pas au truc de voyant quoi que ce soit, mais je te dis juste, avec le niveau qu'ils ont actuellement, il y a pas beaucoup d'équipes à l'Ouest qui ont envie de se taper les Lakers en playoff. Non, Quand tu vois LeBron à ce niveau-là en train de galoper partout, tu te dis Luka, il est pas encore au top de sa forme, il va revenir. Et tu vois comment il joue défensivement, tu vois Austin Reeves ce qu'il apporte. Crois-moi, t'as pas envie de rencontrer les Lakers en playoff. En tout cas, à l'Ouest, t'as pas envie de les rencontrer. Après les Celtics, voilà, mais à l'Ouest, t'as pas envie de rencontrer les Lakers en playoff. Mais du genre là, tu vois les Lakers aussi forts ou voire au même niveau que les équipes comme Denver. Regarde le classement. À part OKC, à qui devant? Mais qu'ils soient devant ou pas, je te parle confrontation directe. Bah, t'as vu le dernier match? Mais et tu penses pas qu'au bout d'un moment, la défense, ça va vraiment leur poser problème? Parce qu'on sait très bien, entre une série et un match de play-off, c'est deux choses différentes. Là, ils sont sur une dynamique et là, on peut voir que c'est un fit qui est quasiment parfait. Je pense que Lucas, comme je le disais dans le dernier épisode, par rapport à Davis, automatiquement, et si vous n'avez pas vu le dernier épisode, allez checker les gars, comme on le dit pas souvent, mais likez, partagez, commentez, ça nous fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Comme je le disais dans le dernier épisode, Davis n'a jamais montré qu'il était vraiment capable de prendre le lead. Là, aujourd'hui, Lucas, il s'installe petit à petit. Je trouve aussi très intelligent la façon dont LeBron est capable de rester en tant que numéro 1, mais tout en laissant Lucas prendre sa place. Je pense que c'est un fit qui est quasi parfait, en tout cas pour une adaptation. En quelques matchs, leur alchimie, elle est énorme. Moi, je pensais pas que l'alchimie entre LeBron et Luka, elle serait si bonne dès le début, en fait. Parce que vu le style de jeu de LeBron qui nous a montré de toute sa carrière, et vu comment, par exemple, avec Westbrook, qui est censé beaucoup tenir la balle, comment ça se passait, je me disais, ouais, mais comment LeBron il va jouer sans le ballon? Et en vrai, c'est la première fois que je vois LeBron jouer. Enfin, non, c'est pas la première fois, parce que on retrouve un peu le LeBron qu'on voyait avec D-Wade, même si c'est pas la même vitesse, c'est pas la même, c'est pas les mêmes figurances, parce que Lucas c'est pas non plus D-Wade, mais où justement il arrive à jouer sans ballon en se disant ouais, j'ai un gars aussi intelligent que moi qui comprend mon jeu et qui va m'utiliser de la meilleure façon. Franchement, c'est hyper intéressant. Ça, je vais être honnête, moi ça faisait longtemps que je prenais pas forcément du plaisir à regarder les Lakers. Je te cache pas que là, quand j'ai le courage et que voilà, je les regarde parce que c'est intéressant, tu vois. La façon dont ils jouent, chacun utilise la façon dont Luka et LeBron s'utilisent chacun pour rejouer un peu avec les défenses. Ça, tu vois, c'est intéressant. Moi je kiffe. Donc après te dire ouais ils vont gagner le titre, non, je n'irai pas jusque là. De toute façon, ce que je pense par rapport à ça, ça vaut rien. Mais de les voir faire un beau run en playoff, moi je pense qu'ils sont capables de faire un beau run en playoff. Bah ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais là tu me fais plaisir là, mais du coup c'est comment tu préfères regarder? Tu vois où je veux en venir? Tu vas préférer regarder New York ou tu vas passer chez les Lakers? Ouais, vas-y, toi, garde tes rêves, garde tes rêves pour toi, mon gars. Non, les gars, on va convertir Black chez nous. Non, mais franchement, c'est incroyable. Non, là-dessus, je trouve ça incroyable. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le big up que t'as fait au coach d'avoir pu assimiler ça. Mais moi, par contre, il y a quelque chose qui me vient pareil en parallèle qui me vient en tête. Et il dit dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut vraiment en tirer de son passage aux Lakers? Parce que quand c'était le cas, quand il était là, c'était lui le faire valoir de la défense. Tout le monde se reposait sur lui, tout ça. Aujourd'hui, les Lakers et même notamment voir LeBron aller chercher, aller faire les minima. Ça faisait longtemps je le voyais pas aller faire des chest bumps derrière les joueurs, être capable de mettre des vraies pressions défensives déjà à son âge
et le faire aussi bien. On a toujours su que LeBron, quand il voulait, c'était quand même un très bon défenseur sur des séquences, mais là, la défense, elle est vraiment collective, et après, ce qui peut amener par derrière des mouvements de balles qui font que tout le monde est d'accord, et quand tu as deux passeurs hors pair comme en la personne de Luka et de LeBron, ça amène à des paniers d'exception comme on a pu le voir hier soir. Et il dit, je trouve au final dans ce trade, c'est même pas les deux équipes qui sont perdantes, c'est vraiment lui, parce qu'il se retrouve dans une équipe où malheureusement Irving se blesse fin de saison. Lui, il est annoncé fin de saison, et il y a énormément de blessés. Franchement, c'est triste pour lui, je trouve, dans la situation dans laquelle il se trouve. Parce qu'on dirait qu'au final, les Lakers, ils ont jamais vraiment eu autant, ils ont jamais vraiment, en tout cas, le fit, il s'est jamais réellement fait à LA. Ah, je sais pas, déjà, ça m'étonne ce que tu es en train de dire. Pour toi, AD, il a plus perdu que Dallas dans le trade, dans le trade, pardon. Pour moi, autant que Dallas, parce que tu te retrouves dans une équipe où tu joues avec l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, et là, tu te retrouves dans une team où tu es là, tu vas pas pouvoir les emmener au plus haut niveau parce que t'es pas capable. Ton physique, on sait pas s'il te le permet. Maintenant, est-ce que ça va être un élan de motivation comme Lucas va l'avoir? Je ne pense pas. Moi, je pense que tu as tout dit. Je pense que tu as tout dit dans le sens où, à partir du moment où tu dis qu'on peut pas compter sur toi pour mener une équipe et que physiquement, on sait pas ce que tu es capable, enfin, si tu es capable de tenir, tout ça, c'est des choses qui sont propres à AD. Donc, les Lakers, ils ont compté sur lui pendant un certain nombre d'années. Tous les ans, on dit c'est AD qui va prendre les devants, c'est AD qui va porter l'équipe, c'est Anthony Davis qui va ceci, c'est Anthony Davis qui va cela. Et tous les ans, c'est LeBron le meilleur joueur de l'équipe. C'est LeBron à 40 ans qui est le plus fit, c'est LeBron à 40 ans qui joue le plus de matchs. À vrai, à un moment, je peux pas m'apitoyer sur ton sort alors que tu as eu ton occasion, tu as eu tes chances, tu vois. Tous les ans, on entend AD veut pas jouer 5, il veut jouer 4. Tous les ans, on entend les Lakers, il leur manque des joueurs, il leur manque une pièce, il leur manque ceci, il leur manque cela. Et là, tu as Luka qui arrive. Après, je sais que l'échantillon, le gap, il est à 3-4 caps au-dessus, hein, parce que là, tu passes d'un joueur qui potentiellement de temps en temps, oui, on entend souvent AD, c'est un candidat MVP, oui, cette saison ceci, cette saison cela, alors que là, tu passes directement à un 5 top 3 quand il est au top de la NBA. Donc, ouais, c'est... Le truc, c'est que AD, contrairement à des joueurs comme Embiid ou Jokic ou Giannis, c'est pas un créateur. C'est pas quelqu'un, que ce soit pour lui ou pour les autres. Il a le potentiel, il sait le faire, mais c'est pas un créateur. C'est pas dans son jeu. C'est pas naturel pour lui de créer son shoot. C'est pas naturel pour lui de créer pour les autres. Enfin, il crée pas pour les autres de toute façon, à part défensivement où tu vas te dire, ouais. Pourtant, il était pas vendu comme ça. Quand tu regardes le jeu d'AD, parce qu'il a le potentiel. Tu dis, il est capable de le faire. Mais est-ce que tu vois naturellement que c'est quelqu'un qui peut initier le jeu offensivement comme Giannis le fait ou comme Embiid le fait? Alors, je le compare même pas à Joker, non, au Joker. Non. Pour moi, il n'est pas capable d'initier le jeu. Il n'est pas capable de take over comme ça sur un moment. Enfin, il est capable comme n'importe quel joueur NBA. C'est des monstres. Donc oui, bien sûr, sur un match. Mais sur une saison, de dire, ouais, je vais compter sur lui. Il va initier le jeu offensif. Il va initier ci, ça. C'est pas son jeu. Il a besoin d'avoir un bon meneur ou d'avoir un gars qui va créer pour lui. Donc à partir de là, déjà, tu vois la différence entre lui et Luka, parce que Luka, il a besoin de personne. Comme Harden le disait, le système, c'est lui. Et là, tu le mets avec LeBron, c'est une dinguerie. Mais je pense qu'Anthony Davis, on a tous vu son potentiel et on s'est tous dit, il est capable, il devrait ceci, il devrait cela. Mais en fait, c'est que le potentiel. Après, il y a la réalité. Et défensivement parlant, en fait, tu vois, il se plaignait la dernière fois de ne pas avoir gagné de titre de meilleur défenseur de l'année. Là, ce qu'on est en train de voir, et encore une fois, l'échantillon, il est minime, c'est que ton équipe, collectivement parlant, elle joue mieux défensivement quand tu n'es pas là que quand tu es là. Et là, tu vois, oui, mais quand il était sur le terrain, on va pas se mentir, la différence entre quand AD il était sur le terrain et quand il n'était pas aux Lakers, le gap, il était énorme. Alors que là, actuellement, il est pas là, mais le système et le fait que les joueurs, ils font tous le minima, et je pense qu'il y a la dynamique qui va tout autour des Lakers et qui voient qu'ils peuvent faire quelque chose de plus grand par rapport à ce qu'ils pouvaient espérer. Je pense que c'est ça qui a fait le déclic que tous les joueurs y font. Parce que tu vas pas me dire que ce que LeBron, il est en train de faire défensivement, se faire les minima,
aller un peu plus attaquer les joueurs, se donner un petit peu plus. Je pense qu'aussi le fait que Lucas soit capable de porter la balle et faire un travail tout autre et qu'il a moins besoin d'être le playmaker de la team, ça joue énormément. Mais comment t'expliques que je pense que l'un ne va pas sans l'autre, mais je trouve ça triste pour lui. Moi, je pense que des fois, plus, c'est moins. C'est-à-dire que des fois, tu as un joueur qui fait tellement que derrière, ça annule ce que les autres y font. C'est-à-dire que le gars, il prend tellement de place, il prend tellement d'espace et il est tellement, dans un sens bon dans ce qu'il fait, que les autres, ils se disent, ah, ben, il y a AD, il va faire. Ou AD, je sais qu'il est là, c'est son espace, c'est son truc, je le laisse. Et au final, bah, nous, on voit AD partout, on se dit, ah ouais, non, vraiment, défensivement, les trucs. Mais derrière, qu'est-ce que tu crées? Tu crées des spectateurs. C'est ce que tu peux voir offensivement aussi. Quand tu as des joueurs comme, je sais pas, tu reprends Melo à l'ancienne. Melo, il est tellement bon offensivement que tu dis, ouais, il est capable. Sauf que derrière, les gars, autour de lui, ils sont en train de dormir parce que Melo, il fait son truc tout seul. Donc, je dis pas que c'était le cas d'AD, mais aujourd'hui, tu peux te poser la question, c'est est-ce que, ouais, défensivement, est-ce que peut-être il prenait pas trop de place ou est-ce que le système qui a été mis en place avec AD, c'était le bon pour le reste des joueurs des Lakers? Aujourd'hui, on est en train de se dire, bah, peut-être que non, en fait. Donc après, dire, ouais, c'est le grand perdant, bah, c'est le grand perdant. Tu vois, si les Lakers, ils gagnent un autre titre avec AD, je pense pas qu'il est transféré aujourd'hui. Mais à un moment, si tu refais tous les ans les mêmes saisons, c'est toujours la même chose. Et même si ces derniers temps, il avait une meilleure santé, le fait est que tous les ans, tu reviens. LeBron, il a 38, 39, 40. L'année prochaine, il aura 41 ans. Et ça aurait été encore une fois le meilleur joueur de l'équipe. Et c'est pas normal. Quand tu as le potentiel d'AD, normalement, tu es censé pouvoir porter l'équipe d'une façon ou d'une autre. Et à part sur des périodes, AD n'a jamais montré sur une saison, c'est moi le boss des Lakers. Luka, que tu le veuilles ou non, c'est son style, c'est son jeu. C'est partout où il va jouer pareil. Voilà. Et comme tu l'as dit derrière, LeBron, il a l'intelligence derrière de se dire, bah vas-y, moi je m'adapte. Je vais peut-être faire plus d'efforts en défense parce que là, j'ai plus besoin de tout créer pour les Lakers. J'ai juste à bien défendre. Le rebond, il va arriver. Luka va me balancer la balle devant. Moi, je tape mon sprint et j'ai un layup pour un dunk facile. Non, je suis d'accord avec toi, hein. Franchement, maintenant moi, je les donne pour répondre vraiment à la question, est-ce que c'est un candidat sérieux au titre? Je pense que il s'en approche. C'est qu'il faut, comme je le dis, pour moi, c'est plus en préparation des futurs Lakers. Là, ça nous donne un aperçu et j'espère que le JM, il va pouvoir bien taffer cette intersaison. Je pense que quand ça va commencer à être les playoffs et ils vont rencontrer le duo de tête, pour moi, l'un des deux duos, pour moi, ça va coincer. Maintenant, il faut voir aussi comment ça évolue. Si ça continue à évoluer comme ça, est-ce que les role players vont avoir une place aussi un peu plus importante par rapport à tout ça? Il y a quand même quelques questions qui se posent. Défensivement, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à maintenir ce niveau par rapport à ça? Maintenant, faut voir et puis voilà. Ouais, faut voir. Après, comme tu l'as dit, hein, s'ils arrivent déjà à se retrouver dans le dernier carré, j'ai envie de te dire, et que leur plus gros concurrent, c'est soit OKC, soit Denver, ça voudrait dire qu'ils sont dans la logique en finale de conférence. Sincèrement, aujourd'hui, les Lakers qui vont en finale de conférence, je pense que en début de saison, personne s'y attendait, ou personne n'espérait ça pour eux. Donc, ça serait quand même un accomplissement. Et sincèrement, on l'a vu sur sa carrière, hein. Tu mets LeBron en finale de conférence, tu sais jamais ce qui peut se passer en vrai, tu vois. Moi, j'en reviens toujours à ça. On sait jamais ce qui peut se passer, surtout quand tu le mets avec des bons joueurs autour de lui. Donc, j'irai pas signer là, dire ouais, ils vont être en finale. Mais en vrai, sérieux candidat au titre, moi, je pense que quand une équipe commence à trouver son régime à ce moment-là de la saison, c'est là qu'ils deviennent vraiment dangereux. S'ils avaient commencé la saison comme ça, je t'aurais dit ouais, bon, on va attendre un peu. Mais là, en fait, ils arrivent, ils sont en train de monter crescendo au bon moment. Et si ça continue comme ça, ouais, je pense qu'il faudra vraiment les considérer comme un candidat sérieux au titre. Ok, bah les gars, comme d'habitude, dites-nous ce que vous en pensez, c'est intéressant. On vous a donné notre avis, partagez, likez, et on attend vos retours par rapport à ça. Ok. Bah pour finir maintenant, parce que c'est vrai qu'on a fait un peu le tour de tous les sujets, j'avais une petite question pour finir et pour changer un peu, on va dire pour des choses un peu moins sérieuses. J'y pensais la dernière fois parce que je repensais à certaines phases de notre expérience avec l'NBA, de notre histoire par rapport à l'NBA, et je voulais savoir c'est quoi toi ton moment marquant, enfin le moment qui t'a le plus marqué dans ton histoire avec l'NBA. C'est quoi le truc que tu te souviens que tu te dis ah ouais ça c'est mon moment NBA. Quand tu dis ça, tu parles bien du moment ou tu parles du vécu ou juste le moment vraiment qui m'a marqué? Je parle du vécu. C'est un moment genre tu
tu te dis, ouais, ce moment-là, je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'étais à tel endroit, je faisais telle chose et c'est passé telle chose en NBA et c'est le truc qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus bouleversé. Ne me dis pas le trade de Luka, donc, de Luka et Anthony Davis. Non, le moment vécu sur lequel je me souviens, de toute façon, le premier truc qui me vient en tête, c'est les 80 points de Kobe. T'essayes même pas d'être un peu original. Juste Juste pour moi, t'aurais pu faire genre, vas-y, original. autre chose, pas, je fais pas parler des Lakers, je veux parler de Kobe. Non, t'essayes même pas d'être Non, original. c'est les 80 points de Kobe. Moi, je me rappelle très bien. J'étais là, je regardais le match jusqu'en début de troisième quart-temps. Je crois qu'il restait le troisième quart-temps. Il y a à peine 2 minutes, les Lakers ils sont menés. Et par la suite, moi, je vais me coucher. Et de toi-même, le lendemain matin, je vois mon téléphone, message fou malade. Tu m'envoies des messages. Ouais, je t'ai vu le match de Kobe. Il a mis 81 points. Je venais de me réveiller. Je me disais, mais qu'est-ce que Black il me raconte là? J'ai regardé le match. Et il me dit, ouais, mais t'es un fou. Va regarder tout ça. Et j'étais tellement surpris que je me rappelle, je suis pas parti en cours. Et j'ai regardé la rediff sur, c'était quoi déjà? NBA TV? NBA TV, ouais, qu'on avait. Oh, choqué, ouais, vraiment choqué. C'est vraiment le moment que je me rappelle quand je suis parti toute la journée. Ça parlait que de ça. C'était un truc de fou. Et ouais, moi, ça m'avait vraiment marqué. Mais tu sais, moi, ce qui me tue dans ce moment-là, c'est que moi, le match, je l'ai vécu à l'inverse de toi. C'est-à-dire que toi, tu as regardé le début du match et après, tu es parti te coucher. Et moi, c'est le contraire. Moi, je me suis réveillé et je vois le match. Et je commence à voir les stats et je vois en fait, je vois Kobe, je sais plus, il était à 60 points ou un truc comme ça. Et je regarde le temps. Genre, je regarde et je me dis, bah attends, mais on a quel moment du match, il est déjà à 60 points. Et je te jure, c'était tellement incroyable que pour moi, j'étais en train de rêver. Genre, tu vois, les trucs, tu te réveilles et tu regardes, tu vois, ta télé elle est allumée, tu regardes, ah, je suis dans mon rêve encore là, tu vois. Genre, je voyais le truc, je me disais, je suis encore dans mon rêve. Je me rappelle, mes frères, ils étaient là, je voulais les rêver, je voulais rêver tout le monde, je ne comprenais pas. Mais je me disais, c'est pas réel, en fait. Je voulais qu'on pique, qu'on me dise, non, c'est vrai, c'est un truc de malade. Et je me rappellerai toujours, moi, justement, moi, j'étais parti en cours après parce que j'étais rêvé, j'arrivais pas à m'endormir. Et je mettais toutes les chaînes, comme tu l'as dit, je mettais, je sais pas, LCI, Infosport, l'équipe, les trucs comme ça. Tous y parlaient de ça. Alors qu'avant, parler de l'NBA, c'était pas non plus un truc, voilà. Mais je regardais l'équipe et je vois, ils étaient en train de couvrir les 80 points de Kobe. Je me disais, non, mais c'est réel, c'est pas un sketch. C'est un truc de malade. Non, j'avoue, c'est un souvenir de ouf. Donc, mais toi, du coup, c'est quoi le tien? Le mien, bah, franchement, je suis désolé, je vais pas être original parce que vraiment, ouais, non, c'est le moment jusqu'à, je te dis, j'étais en train de rêver. Je peux même pas en prendre un autre. Mais là, moi, en parlant de ça, j'en ai un deuxième là qui me vient en tête. T-Mac. T-Mac contre San Antonio. Ah, T-Mac, ce moment-là aussi. C'était incroyable. Ouais, non, j'avoue, T-Mac, j'avoue. Ça reste quand même un moment. En fait, là, de mémoire, j'étais en train de dire ça. Et c'est vrai que le T-Mac, je me rappelle quand j'avais regardé ce moment-là, tu le vois mettre ses points, prendre les 3 pointes, et au bout d'un moment, tu vois, il repasse devant et tout. Et tu te dis, et en fait, c'est dans ce genre de moment, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si que le temps, il est figé et tout le monde est concentré sur ce joueur. Il prend le shoot, tu dis, il va le mettre, boum, ça tombe dedans. Boum, ça tombe dedans. C'était quoi, 13 points en 35 secondes, comme ça? En moins de 2 minutes, j'ai oublié, c'était quoi exactement. Non, ouais. C'était marquant. C'est aussi, hein, c'était pas mal. Hein. Il y a ça, et après, non, j'avoue, en termes de souvenirs où je me souviens exactement de ce qui se passait, il y a aussi Ray Allen. Ray Allen contre les Spurs avec Miami. Son shoot dans le corner. Ah. Et en fait, ça, je me souviens parce que je vais pas mentir, j'avais un peu le seum. J'avais un peu le seum parce que bon, tu connais le petit ref, c'est le grand fan de LeBron et voilà. Et je me rappelle, moi les matchs, j'avais tellement le seum que je voulais pas trop les regarder. Mais vu on avait un peu ce rituel de regarder les matchs ensemble, etc. Et lui, je me rappelle, lui, il était là, il regardait son match et je l'entendais s'exciter tout seul, le bâtard. Donc, au final, j'étais obligé de me lever, d'aller regarder ce qui se passe, tu vois, de dire bon, vas-y, je vais pas faire le mytho, je vais aller regarder quand même, je vais regarder le match. Et quand j'avais vu ça, je me suis dit ah ouais, non, ça n'était pas passé. Mais Ginobili, il a vraiment fucked up aussi. Lui, franchement, sur ses j'avais envie de le wet. Lui et Danny Green, là, ils ont. Franchement, je voulais les tuer. Franchement, j'avais un seum. Ah non, les deux, là, lui et Danny Green, je voulais leur. Donc, non, j'avoue, le shoot de Ray Allen, c'était pas mal aussi. Je m'en souviendrai toute ma life. Parce qu'à la base, je voulais pas regarder les matchs, mais il m'a forcé à regarder.
Voilà les gars. Non, franchement, très bonne question. Donc les gars, comme on le dit, n'hésitez pas à nous mettre votre moment. Ce serait intéressant de savoir quel moment vous a marqué, si vous partagez les mêmes ou s'il y en a d'autres. Franchement, c'est des questions. On se posera peut-être un petit peu plus ce genre de questions pour avoir des débats un petit peu différents. Pour ma part, très bon épisode comme d'habitude. C'était le Général dit ou déjà foot qu'on est. C'est ici que ça se passe, les gars. Montez dans le train, comme je le dis toujours, c'est un vrai kiff. Et Black, qu'est-ce que tu as à rajouter pour la fin? Bah, juste soyez prêts. Comme on vous l'a dit, les problèmes de son, tout ça, c'est censé être réglé. Donc, très prochainement, on pense à faire monter du monde parce qu'on veut s'amuser avec vous aussi. On veut pas juste s'amuser avec vous sur nos claviers à répondre à vos commentaires. Donc, soyez prêts et je vous dis au prochain épisode. Au prochain épisode. Bye, les gars.